Voilà, je vais vous parler de la Chine, je vais vous parler des Chinois. Du coup, je vais un peu aussi nous parler de nous-mêmes, parce que je vais vous parler de différences. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'on ne voit pas tous le monde de la même manière. Et pour ça, je vais faire un petit test avec vous. Je vais essayer de voir comment vous voyez le monde. Et pour faire ce test, je vais vous montrer une image derrière moi. Je vais vous la laisser 5 à 10 secondes et ensuite je prendrai un volontaire ou je désignerai un volontaire et je demanderai qu'est-ce qu'il y a sur cette image. Donc regardez attentivement pendant 5 à 10 secondes, c'est parti. Ah, ouais, c'était un peu court, c'était un peu court. On voit pas en fait. Allez, on va dire que c'est bon. Monsieur, vous témoignez qu'on ne se connaît pas, qu'on n'a pas truqué, qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'il y avait sur cette diapositive, sur cette image? 3 triangles. Isocèle. Isocèle. Et puis... Il y en a même qu'on trouve 4 ou 5. Et puis, vous vous souvenez? Triangle dessiné en blanc, par ouais. Des mots. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il y avait marqué dans les triangles? Paris au mois de mai. Paris au mois de mai. Un oiseau dans la main. Et une fois dans la vie. Merci beaucoup, bravo. Mais il n'y a pas marqué ça dans les triangles. Il y a marqué autre chose, donc si vous l'avez vu, ne le dites pas tout de suite, parce que je vais vous remontrer l'image, et je vais vous demander de regarder attentivement. Il n'y a pas marqué Paris au mois de mai. Il n'y a pas marqué une fois dans la vie, et il n'y a pas marqué un oiseau dans la main, il y a marqué autre chose. Si vous voyez marqué autre chose, merci de lever la main. Ne le dites pas, on pourra faire des statistiques, ne le dites pas, comme ça vos petits camarades pourront continuez à chercher. Alors ça, l'expérience montre qu'avec les Français, il faut le répéter au moins une fois. Sinon, il y en a un ou deux qui gueulent. Ah ouais, d'accord. Bon. Donc ne le dites pas, levez la main. Il n'y a pas marqué Paris au mois de mai. Il n'y a pas marqué un oiseau dans la main. Voilà, il y en a 2. Il y a marqué autre chose. Normalement, il devrait y avoir encore quelques mains qui se lèvent. Bravo, merci beaucoup. Alors, je crois que les premières à s'être levées, c'était de ce côté. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Paris au mois de mai. Il y a marqué Paris au mois de 2 mai, une fois dans la vie et un oiseau dans la main. Est-ce que tout le monde le voit maintenant? Parce que c'est ça le truc. Retenez 2 choses. La première chose, c'est que on ne voit pas tous le même monde. On voit le monde non pas comme il est, mais comme on peut le voir. Si vous vous souvenez de ça, vous ne seriez pas venu pour rien. On voit le monde non pas comme il est, mais comme on peut le voir. Un autre, moi mon boulot, c'est de vous montrer le deuxième là, le deuxième 2. Et vous avez dû remarquer un truc, c'est qu'une fois qu'on l'a vu, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut plus ne pas le voir. Il y a des choses que je vais vous raconter sur les Chinois. Il y en a certains d'entre vous qui travaillent déjà avec des Chinois. Il y en a parmi vous qui sont peut-être ailleurs en Chine, voire en vacances. Vous allez revoir des situations que vous avez vécues différemment, parce qu'une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas le voir. Il y a une autre raison pour laquelle je vous montre ça. Si vous avez vu, il y a à peu près 10%, peut-être un peu moins aujourd'hui, vous êtes fatigué, il y a à peu près 10% des Occidentaux qui le voient, quand c'est dans leur langue habituelle, parce que si vous ne parlez pas le français, vous allez lire mot à mot et probablement que vous le verrez plus. Je forme également des Chinois, moi, à travailler efficacement avec des Occidentaux, des Français par exemple. Donc j'utilise un truc un peu pareil. Alors quand je le fais en anglais, je précise avec des Chinois qui parlent très bien anglais, parce qu'encore une fois, sinon ils liraient mot à mot. Quand je le montre à des Chinois, à votre avis, quel est le pourcentage qu'ils le voient? Nous, c'est 10-15%. Quand je montre, alors eux, je peux vous dire le secret, c'est I love Paris in the springtime. Quand je leur montre ça, à votre avis, combien on le voit, le deuxième article? Pareil que nous, 10%, moins ou plus? Oui, bravo, c'est beaucoup plus, c'est plus de 90%. Dit autrement, on ne voit pas le même monde. Si nous, on voit un monde extrêmement sensible au concept, au global, une fois que vous avez vu Paris au mois de mai, c'est bon, on ne va pas passer 45 minutes là-dessus, quoi. Faut que je continue, quoi. Et pourtant, il y avait marqué autre chose. Nous sommes extrêmement sensibles au global, les priorités, big pictures. Ils vont être beaucoup plus sensibles aux détails. Pour vous montrer à quel point on est sensible au global, est-ce que vous arrivez à lire le texte qui est derrière moi? La plupart d'entre nous, pas tous, hein, moi j'écris mes mails comme ça, donc pour moi c'est assez facile. La plupart d'entre nous, il faut se lancer un peu, on arrive à le lire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand je montre la même chose en anglais à des Chinois qui parlent très bien anglais, j'insiste, ils parlent très bien anglais, ils ont du mal à le lire. Ils y arrivent, mais ils sont obligés de remettre les lettres dans l'ordre.
ils se perdent dans les détails. Si un jour, lorsque vous travaillez avec des Chinois, et que vous avez l'impression qu'ils se perdent dans les détails, ils vous emmerdent sur un tout petit détail, et puis ils reviennent dessus, ils vous lâchent plus, ben vous penserez à ça. Pensez également que quand on veut résoudre un problème, nous on voit un problème très global, des triangles, machin, et eux ils vont voir plein de petits détails. On ne voit pas tous le même monde, et si nous on voit un monde très sensible au global, ils vont voir un monde très sensible aux détails. Alors là on a commencé un petit peu à parler culture. Moi je ne vais pas vous parler de culture en général, je peux parler plutôt de notre culture, de la culture des Chinois. Avant, la culture c'est quoi? On peut définir de plein de manières la culture. Un classique dans l'interculturel, c'est ce qu'on appelle l'iceberg interculturel. Alors soit vous vous souvenez de vos cours de physique, soit vous avez vu Titanic, le film, donc vous savez qu'il y a à peu près 10% qu'on peut voir, et à peu près 90% en dessous qu'on ne voit pas, en tout cas pas directement. Ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'on appelle les comportements. Les comportements, ça s'observe. Vous allez me voir pendant 45 minutes, vous pouvez dire, Bruno, il parle fort, il parle pas fort, il s'habille en blanc, il s'habille en noir. Ça s'observe les comportements. Ce qu'il y a en dessous, ce sont les valeurs. C'est pas parce qu'on passe une journée ensemble que je vais nécessairement connaître vos valeurs. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas garanti. Alors, dans l'interculturel, on travaille essentiellement au niveau des comportements, moins au niveau des valeurs. Alors nous, on va en discuter un petit peu pour comprendre pourquoi ils sont comme ça, les Chinois, pourquoi nous, on est comme ça. Mais le point important, c'est qu'on ne cherche pas à changer les valeurs de l'autre. On ne va pas chercher à changer les Chinois. D'autant plus qu'on va voir tout à l'heure qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, donc on ne va pas y arriver. On va pas y arriver. Alors j'insiste que nous, les Français, on a une vision plutôt universaliste du monde, donc on va dire, mais pourquoi les Chinois, ils font pas comme ça ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 2000 ans, enfin eux ils sont convaincus que ça en fait 5000 qui font comme ça, on ne va pas y arriver. On ne cherche pas à changer les valeurs de l'autre, et d'ailleurs moi je ne vais pas chercher à changer vos valeurs non plus, pour que vous soyez plus efficaces dans vos interactions avec les Chinois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à interpréter les comportements de l'autre, et on va voir tout de suite des exemples, et on va apprendre à interpréter, à adapter ces comportements si on en a envie. Prenons un exemple. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés en vacances, si ce n'est en Chine, ailleurs en Asie, et beaucoup vont pouvoir m'aider à répondre à cette question, parce qu'elle est valable pas que pour la Chine, mais que pour toute l'Asie. Qu'est-ce que ça veut dire quand un Chinois vous dit en anglais « yes » ? J'ai compris, j'ai pas compris, j'ai bien entendu. Alors, le oui, ça peut vouloir dire oui quand même des fois. Hein. Ça peut aussi vouloir dire non, surtout s'il sourit beaucoup. Hein. Ceux qui ne se voient pas forcément au téléphone hein, ou par email. Ça peut vouloir dire oui, ça peut vouloir dire non, et à peu près tout ce que vous voulez entre les deux. En particulier, je vous ai entendu le dire, je t'ai entendu, ce qui n'est pas pareil que j'ai compris, et encore moins, je suis d'accord et je vais le faire. Le oui veut tout dire, et s'il veut tout dire, il veut rien dire. Vous devez traiter le oui comme du bruit. Votre boulot à vous, c'est d'atteindre ce qu'on va appeler un engagement, en anglais un commitment. Ne vous arrêtez jamais simplement au oui. On va prendre un autre exemple. Qu'est-ce que ça veut dire quand un Chinois vous dit en anglais, je vous ferai un ou deux exemples en français, quand il vous dit « I'll do my best, maybe next week, je vais y réfléchir, it will be difficult, je suis pas sûr », ça veut dire c'est un non clair, franc et massif, mais poli. J'insiste, comme pour le oui, je ne suis pas dans l'exagération. Il est convaincu de vous avoir dit poliment, gentiment, non. Encore une fois, ce qu'on cherche, moi je ne suis pas là pour vous faire dire oui quand vous voulez dire non ou non quand vous voulez dire oui. Simplement, on s'habitue à parler la bonne langue. Alors, petit truc important, qu'est-ce qu'ils entendent, eux, quand ils vous posent une question, ils vous envoient un mail, tiens, dis donc, on ne pourrait pas changer la date de notre visite, là, quand on vient en France, le mois prochain, et vous répondez, bah attends, faut que je vérifie. Qu'est-ce qu'il entend? Non. Et quand vous, 2 heures après, vous renvoyez un mail, ou demain matin, bon, mais c'est bon, j'ai vérifié, c'est bon, hein, tu peux y aller. Qu'est-ce qu'il observe? Eh bien, que les Français, on passe notre temps à dire non, mais c'est pas grave, on change d'avis après. D'autant plus qu'en général, quand on dit oui, mais. Alors les ingénieurs, vous avez vérifié dans vos cours de logique, les autres sur internet ce soir, oui mais en logique, c'est très exactement équivalent à non parce que. On passe notre temps à dire non. Ce qui fait que si pour la plupart d'entre vous, ça n'a pas pris longtemps, ou ça ne va pas prendre longtemps pour comprendre que leur oui ne veut rien dire, ça ne leur prend pas longtemps pour comprendre que votre non ne veut rien dire.
Mettez-vous d'accord. L'enjeu, c'est mettez-vous d'accord. Qu'est-ce qu'est un commitment? Qu'est-ce que ça veut dire quand on veut dire non? Et comment dire non pour qu'ils ne reviennent pas, par exemple? On va voir ça tout à l'heure avec ma première règle d'or. Je voudrais vous donner déjà un tout premier exemple, ou un deuxième exemple, si on parle encore de communication. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle dynamisme, modèles de conversation. Il y a ce qu'on appelle le modèle alterné. Dans le modèle alterné, quand l'un finit de parler, le deuxième se met à parler. Dans le modèle ponctué, quand l'un a terminé de parler, il y a un petit silence avant que l'autre parle, et de la même manière, quand le deuxième a parlé, il y a de nouveau un petit silence. Et puis dans le modèle chevauché, le deuxième, il commence à parler alors que le premier n'a pas terminé. Hein. C'est pas forcément perçu comme une interruption. Mais... Alors à votre avis, les Français, ça va, c'est clair pour tout le monde? Super chevauché, hein. Plus on va dans le sud, plus c'est chevauché. Alors, les Chinois, à votre avis? Alterné, ponctué, bon, il me manque plus que chevauché. Il y en a qui sont déjà allés dans un restaurant chinois en Chine? La table d'à côté, c'était comment? Ouais, super brillant, super chevauché. Pour les Chinois, la réponse, c'est « ça dépend ». Ouais. Ça dépend du contexte. Et oui, typiquement, ils vous rencontrent pour la première fois, ils ne vous connaissent pas. Si vous êtes plus vieux ou plus chef, et vous pouvez cumuler, hein, il va être très ponctué. Quand ils commencent à vous connaître, ils seront un petit peu plus alternés. Et quand ils vous connaissent bien, surtout à table, quand vous avez commencé à boire un coup, ils peuvent être très chevauchés. Ça va dépendre du contexte. Alors statistiquement, ça veut dire quand même qu'en général, on est plus chevauché qu'eux. Qu'est-ce qui se passe si vous faites une réunion avec 5 Français et 5 Chinois? A fortiori à distance, une conf call. Qu'est-ce qui se passe? 5 Français, 5 Chinois. Il n'y a que les Français qui parlent. Il n'y a que les Français qui parlent, les Chinois attendent qu'on leur passe la parole, ce qui ne se passera jamais. Et là, premier outil indispensable, il va falloir, lorsque vous êtes dans une situation de réunion, à fortiori à distance, avoir un chef d'orchestre, un master of ceremony, quelqu'un qui va organiser le passage de la parole. Si vous ne faites pas ça, vous perdez votre temps. Parce que dans ma vie à moi, une réunion où soit il n'y a que les Français qui parlent, ou soit chaque partie parle de son côté, parce qu'à un moment ils vont décrocher, ils vont commencer à parler chinois entre eux. Hein. Et ça pour moi c'est une perte de temps. Ayez un chef d'orchestre. De la même manière, lorsque vous êtes à distance ou en face à face, en tête à tête, typiquement vous posez une question, il ne vous connaît pas bien, il va être super ponctué, grand silence. Alors nous pas du tout à l'aise avec le silence, on se dit il n'a pas compris, qu'est-ce qu'on fait? On répète. Ou on reformule. Alors là, s'il n'était pas ponctué, maintenant il l'est. Hein. Là, comme le lapin dans les phares de la voiture, il ne bouge plus. Alors là, on se dit, il comprend rien. Alors soit on arrive à la conclusion qu'il ne comprend pas notre anglais, ou qu'il est complètement idiot. Alors notez bien qu'il allait peut-être dire quelque chose, mais nous, on arrive à la conclusion qu'il ne dit rien avant. Ou alors, parce qu'il sent la pression, il sent qu'il est censé dire quelque chose, donc il vous répond n'importe quoi. Typiquement, il vous répond « yes hein », et ce qui veut rien dire. Le chef d'orchestre, lorsque vous êtes à plusieurs, et lorsque vous êtes deux, en particulier à distance au téléphone, le talkie-walkie. À toi, à moi. À toi, à moi. Vous n'êtes pas obligé de le dire, mais au moins, rentrez dans cette danse-là. 1, à toi. 2, à moi. Si vous ne faites pas ça, tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant est totalement inutile. Je vais vous dire comment se comprendre, comment travailler efficacement, mais si on ne les laisse pas parler, on va vite atteindre les limites de ce que je peux vous raconter. Chef d'orchestre, talkie-walkie. Alors maintenant, je voudrais vous donner quelques points de repère sur la Chine. Et je vais faire ça en 2 parties. La première partie, je vais vous parler de la Chine immuable, hein, celle qui ne bouge pas depuis des millénaires. Et puis la deuxième partie, ça va être l'inverse, pour vous montrer la Chine qui bouge et surtout vous montrer à quel point elle bouge et elle a bougé au cours de ces dernières années. Tout d'abord, la Chine qui ne bouge pas, ou plus exactement comment les traditions influencent vos interlocuteurs, c'est les 3 piliers de la pensée chinoise, le taoïsme avec Lao Tse, le confucianisme et le bouddhisme. Ce sont les 3 piliers qui influencent vos interlocuteurs. Alors bien évidemment, si vous demandez à un jeune chinois à Shanghai de 25 ans, c'est quoi ta philosophie ou ta religion, il va vous répondre, c'est Louis Vuitton, Christian Dior. Et pourtant, je vais vous montrer qu'il est influencé par ces 3 piliers. Le point important, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Les 3 touchent 3 domaines différents de la vie. On pourrait dire que le taoïsme, Lao Tse, c'est une vision sur le cosmos, l'univers. Comment vivre en harmonie avec le cosmos. Pour ceux qui connaissent un peu de Feng Shui, par exemple, c'est typiquement en rapport avec le taoïsme. Comment vivre en harmonie avec l'univers.
Le confucianisme, c'est plus comment vivre en univers, comment vivre en harmonie, pardon, avec les autres êtres humains. Une vision sur la société humaine. Et le bouddhisme, enfin, c'est plus ce que nous on appellerait la spiritualité, une vision sur le divin, sur le sacré. Alors je vais les reprendre un par un, rapidement, mais je vais les reprendre quand même un par un. Mais là déjà vous voyez qu'ils touchent 3 domaines différents de la vie pour nous aider à avoir une meilleure vie. Alors Lao Tse, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors il nous dit plein de trucs, hein. Lao Tse, j'en ai choisi 3. D'abord, il nous dit que tout l'univers, vous, moi, ce chapiteau, vient d'une source d'énergie, l'énergie primaire, primordiale, qu'on appelle le Chi. On peut écrire ça CHI, TCHI, on peut écrire ça QI également. Si vous avez déjà entendu parler de Qigong, c'est le même Chi. Tout l'univers vient d'une forme d'énergie, et cette énergie, elle se divise en 2 opposés. Alors, si Lao Tse avait été financier, il aurait probablement appelé ça le plus, le moins, le positif, le négatif, sociologue, féminin, masculin, chrétien, sans aucun doute, il aurait appelé ça le bien et le mal, et lui, il appelait ça comment? Le yin et le yang. Une forme d'énergie primaire qui se divise en 2 opposés qui se complètent en harmonie. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu le yin et le yang. Voilà, vous voyez comment il y a du blanc dans le noir, du noir dans le blanc. Et si je plante un axe au milieu là et que je souffle, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne. C'est-à-dire qu'en plus, l'un génère l'autre. Et alors ça pour nous c'est compliqué. Parce que nous par exemple, on a le bien, le mal. Normalement, ce qu'on veut faire, c'est éliminer le mal et garder que le bien. C'est pas le jeudi, hein, c'est un autre jour. Ici, ça n'a pas de sens. Il y a du bien dans le mal, du mal dans le bien. Ici, ce qu'on veut faire, c'est que le bien et le mal vivent en parfaite harmonie. C'est pas la même vision du monde, hein. Alors, je vais vous montrer comment 2 opposés, je suis sûr dans la salle, il y en a qui ont déjà un petit peu appris le chinois, donc vous allez pouvoir m'aider, pour vous montrer comment 2 opposés se complètent en harmonie. Le premier idéogramme, là-haut, c'est l'idéogramme grand, à côté de l'idéogramme petit. Quand, en français, je dis « Ah, ça, c'est une grande petite salle », ça veut rien dire. En chinois, quand je mets grand et petit l'un à côté de l'autre, ça veut dire quoi? Ah non, le blanc et le noir, ça fait pas du gris. C'est justement ça qu'il faut comprendre. Petit et grand, ça veut pas dire moyen, ça veut dire autre chose. Ça veut dire? Non. Quelqu'un connaît? C'est la taille, la dimension. Vous voyez, 2 opposés se complètent en harmonie pour créer un nouveau sens. Beaucoup peu, tu peux me donner beaucoup peu d'argent? Ça veut rien dire. Ici, ça veut dire? Combien? La quantité, bravo. Est, ouest, attention, il y a un piège. L'orientation, la direction, j'accepte. En fait, il y a un piège, ça veut dire la chose, l'objet. Parce que la chose, l'objet est défini par là où il est. Nous, un objet, je ne sais pas, une bouteille, ça va être défini par, ça peut contenir de l'eau ou autre chose, ça se bouche ou pas. Ici, un objet, une chose va être définie par rapport à son environnement. Allez, une dernière. Le ciel et la terre. Je l'ai entendu, hein, l'univers. Ce que je cherche à vous montrer, c'est que nous, 2 opposés, ça fait un paradoxe ou un non-sens. Chez eux, 2 opposés, ça se complète en harmonie pour créer autre chose. Confucius, vision sur la société humaine, comment vivre en harmonie avec les autres. Pareil, Confucius, il nous dit plein de trucs, j'en ai aussi choisi 3. D'abord, il nous parle de l'importance de la face. Ce qui est important, c'est pas d'avoir raison. Ce qui est important, c'est de penser comme les autres. Pourquoi? Parce que rien n'existe, on va le voir tout à l'heure quand on parlera juste après du bouddhisme, rien n'existe par soi-même. Donc si j'ai pas un groupe avec qui exister, je n'existe pas. Alors si je suis pas d'accord avec mon groupe, qu'est-ce qui se passe? Je suis exclu du groupe, et si je suis exclu du groupe, j'existe pas. C'est ennuyeux, hein. Alors regardez, nous, c'est pareil, on va dire des choses à nos enfants, on va dire, attends, si tu sais que ce que tu fais, c'est bien, hein, le bien, le mal, si tu sais que ce que tu fais, c'est bien, n'écoute pas les autres. Do the right thing, en anglais. Alors là, les parents, ils vont dire, bon, les parents chinois, ils disent comme les parents français, hein, d'abord, tu fais ce qu'on te dit. Mais après, ils vont dire, non, mais on s'en fout que tu aies raison ou tort, et que ce soit bien ou mal. Fais comme tes petits camarades. Parce que si tu ne fais pas pareil, encore une fois, tu vas être exclu. Et si tu es exclu, tu n'existes pas. L'importance de la face. L'importance des rituels. Ce qui est important, ça n'est pas pourquoi tu fais quelque chose, c'est comment tu le fais. Par exemple, il y a le rituel, dès qu'on rencontre quelqu'un, de la carte de visite. Alors ça, c'est le truc typique. J'arrive, je forme quelqu'un pendant 2 jours, on va faire une négociation, un Français, on va faire une négociation en Chine, et on arrive chez les Chinois, je dis vas-y, donne ta carte de visite. Alors je sais bien que dans votre groupe, on m'a dit ça n'arrivait jamais, mais dans les autres groupes où ils changent d'organisation tous les 6 mois, il n'a pas la bonne carte, hein, donc il ne veut pas la donner. Alors moi je lui dis mais on s'en fout, ça serait mieux d'avoir la bonne carte, mais au moins suis le rituel.
Alors en général, ça commence mal avant et ça continue mal après. Déjà, il arrive, vous voulez un peu de thé? No, no, thank you. Non, à des gens qui disent jamais non. On a du café aussi si vous voulez. Non, 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 merci, je viens de prendre mon petit déjeuner à l'hôtel. Vous êtes marié? Non. Vous avez des enfants? Non. Et là, oui, les Chinois, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Quelle que soit la question qu'on lui pose, la réponse est non, et il ne veut pas jouer avec nous. Alors si vous voulez pas de thé, répondez oui. Hein. Si vous préférez du café, qu'est-ce que vous répondez? Vous voulez du thé? Qu'est-ce que vous répondez si vous préférez le café? Yes, and I also love coffee. Vous comprenez le truc? Pas de oui mais, hein, pas de oui mais. Et puis alors si vous n'êtes pas marié, qu'est-ce que vous répondez? Bah maybe next week. Hein, Ils sont pas débiles, ils ont compris que vous n'étiez pas marié, mais au moins ça a permis de ne pas répondre non. L'important c'est le rituel. L'importance du guangxi, c'est votre réseau, c'est l'ensemble de vos connaissances. Ce qui est important, c'est pas qui vous êtes, c'est qui vous connaissez. Encore une fois, on remet une petite couche au groupe, quoi, hein, c'est ça qui est important. Dernier pilier, le bouddhisme. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Bouddha? C'est pareil, il nous dit plein de trucs. Hein. D'abord, il nous parle d'impermanence. Nous vivons dans un monde de permanence. Je pense que ça nous vient de notre religion, ou de l'influence de notre religion. La transcendance, Dieu, il était là avant, il est là aujourd'hui, il sera encore là pour des siècles des siècles. Et ce qu'il a dit hier, c'est encore vrai. Aujourd'hui, ça sera vrai pour des siècles des siècles. Le premier Bouddha, il a dit lui-même à ses disciples, s'il y a un écart, une différence entre ce que je vous explique aujourd'hui, ce que je vous raconte et ce que vous observez dans votre vraie vie, demain ou dans 10 ans, ne croyez pas ce que moi je vous dis. Suivez, croyez ce que vous observez. Je crois que là, on a une grande différence par rapport à notre pensée. Alors, on va prendre un exemple très pratique. Si vous avez un collègue ici, en France, qui vient vous voir, ah, dis donc, là il commence à faire beau, je prendrais bien 2 jours de vacances la semaine prochaine. Et vous, la semaine prochaine, vous avez la visite des Chinois, c'est super important, il dit, attends, tu déconnes, mais quand tu veux, mais pas la semaine prochaine. S'il vient vous revoir dans 2 heures, là, pour vous poser la même question, vous allez le regarder, vous dire, bah attends, je t'ai déjà répondu, hein, si la raison pour laquelle vous avez dit non n'a pas changé, si la réunion n'a pas été annulée, il n'y a pas de raison que vous changiez d'avis. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux enfants, non, c'est... Hein, et s'il revient vous voir demain matin et toute la semaine comme ça, il y a un moment où vous allez vous énerver. Alors que le chinois, alors d'abord votre non, je vous rappelle que ça ne veut rien dire, parce que vous passez votre temps à dire non, mais en plus, demain est un autre jour. Vous serez peut-être de meilleure humeur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il repose la question. Et on verra qu'en plus, si on s'énerve, là, il ne vous lâche plus parce qu'il pense que vous allez céder. Permanence, impermanence. Nous vivons dans la dualité. Pour nous, quelque chose est vrai ou faux. Pour nous, quelque chose est noir ou blanc. Pour nous, quelque chose est surtout bien ou mal. Ici, on l'a vu un peu comment, avec le yin et le yang, quelque chose peut être bien et mal à la fois. Ça, c'est pas facile pour nous. Hein. Par exemple, je peux pas dire trop fort, mais le système économique politique en Chine, le nom officiel, ça s'appelle comment? L'économie socialiste de marché. Alors normalement, socialiste et marché, ça va pas ensemble. Hein. Vous expliquerez ça aux Américains, ils ont du mal. Hein. Mais pour les Chinois, il n'y a pas de problème. Hein. Les deux ensemble sont possibles. Troisième point, c'est la vacuité. Rien n'existe par soi-même. Je n'existe que parce que vous êtes là pour me regarder. Nous n'existons parce que nous sommes là pour interagir ensemble. Nous sommes en interréaction, en interdépendance. Ça, c'est une des raisons de l'importance du groupe. Si je n'ai pas de groupe avec qui interagir, eh bien, je ne peux pas exister. Confucius, quand vous ne savez pas qui a dit quoi, vous dites Confucius, hein, ça marche. Confucius a dit, ce qui est important dans la casserole, c'est le vide. Si votre casserole elle était toujours pleine, vous ne pourriez pas vous en servir. Réfléchissez-y. Ce qui est important, c'est le vide. D'ailleurs, c'est un autre exemple de non-dualité. Accrochez-vous là, on va passer à un next level. Hein. Dans le bouddhisme, tout vient du vide. Alors vous m'accorderez que si tout vient du vide, le vide est plein. Ah bah oui. Et c'est pas comme les trous dans le gruyère, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un des fondements du bouddhisme. Attention, je vais très vite, là je caricature, il y a plein de formes de bouddhisme, mais tout vient du non manifesté. Le vide est plein. Les 3 piliers de la pensée chinoise, à chaque fois j'ai essayé de vous montrer comment ça influence votre interlocuteur aujourd'hui. Vision sur le cosmos avec le taoïsme, sur la société humaine, le confucianisme et la spiritualité, le pourquoi on est là finalement. Alors, là je vous ai parlé
des influences millénaires. Maintenant, je voudrais, après vous avoir montré ce qui ne bouge pas, vous faire l'inverse. Vous montrer qu'est-ce qui bouge. Je voudrais partager avec vous, c'est un peu comme si je revenais de vacances en Chine et je voulais partager avec vous mes diapos. Ne cherchez pas à retenir tous les chiffres que je vais vous donner, il n'y en aura pas tant que ça. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est les impressions que ça crée en vous. Voilà. Qu'est-ce que ça déclenche en vous? Combien il y a d'habitants en Chine? Ouais, si vous retenez plus d'1 milliard, il y a à peu près 1,4 milliard d'habitants en Chine. Si vous retenez qu'ils sont beaucoup, j'ai atteint mon objectif. Quelle est la part de Chinois qui vit en ville? Ah ouais, à peu près, c'est les ordres de grandeur qui comptent, c'est à peu près la moitié. Pensez bien que vous n'allez pas voir le monde de la même manière si vous êtes né là dans une petite fenêtre là, ou si comme moi vous avez été élevé en Ardèche, à Privas, préfecture de l'Ardèche, 9000 habitants, 9000 habitants, 2 buildings. Vous n'allez pas voir le monde de la même manière. Quel est, attention, question technique, quel est le nombre de villes en Chine qui a une population de plus de 1 million d'habitants? 3000, j'ai entendu, vous exagérez un peu. 300, 50, c'est pas mal. Il y a, alors évidemment ça dépend comment on compte, où on met la limite, mais il y a à peu près 271 villes de plus de 1 million d'habitants. Le point important, c'est qu'en comptant à peu près de la même manière, il y en a 450 dans le monde. C'est-à-dire plus de la moitié des villes de plus de 1 million d'habitants sont en Chine. La plupart d'entre elles, vous n'en avez jamais entendu parler. Qui connaît Chongqing? Combien il y a d'habitants à Chongqing? Oui, je l'ai entendu. Chongqing, c'est un petit village. Il y a, selon les estimations, entre 32 et 34 millions d'habitants. Et vous n'en avez jamais entendu parler, pour la plupart d'entre vous. J'ai envie de rajouter pas encore, parce que j'espère qu'il va y avoir plein d'hôtels là-bas quand même. Voilà, retenez qu'ils sont beaucoup. Je voudrais vous montrer également autre chose. C'est quoi ça? Qui connaît ce logo? Non, c'est pas Linux. Non plus. C'est QQ, comme les lettres QQ. C'est QQ, c'est un logiciel de messagerie instantanée. J'ai vérifié tout à l'heure, là, grâce à votre connexion Wi-Fi, il y a 830 millions d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire qu'ils l'ont utilisé il y a moins d'une semaine. Le pic, c'est-à-dire au même moment, il y a eu jusqu'à 180 millions d'utilisateurs. En même temps. Et la plupart d'entre vous, vous n'en avez jamais entendu parler. Ça, c'est quoi? Ah, quand même, bravo. WeChat, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de notre WhatsApp, pour ceux qui connaissent WhatsApp, avec un petit peu plus évolué. Ça a même tendance à un peu remplacer QQ. Il y a, j'ai vérifié tout à l'heure, 450 millions d'utilisateurs actifs, dont 70 millions en dehors de la Chine. Alors peut-être que parmi vous, il y en a quelques-uns, et peut-être que ça serait une bonne idée qu'il y en ait de plus en plus, pour que vous puissiez chatter avec vos nouveaux collègues chinois. Il y a une interface en anglais, hein, il y a une interface en français. Automatiquement sur mon téléphone, c'est en français. C'est quoi ça? C'est Weibo. Weibo, il y a 500 millions d'utilisateurs, c'est l'équivalent de notre Twitter, si vous voulez, à quelque chose près. Quelqu'un l'a dit, Baidu. Baidu, c'est quoi? C'est l'équivalent de Google. Ça, c'est quoi? Youku. YouTube. Alors ça, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer, parce que vous pouvez voir ma dernière vidéo, comment vivre dans un monde chaotique, en anglais, sur Youku. Bah, attendez, je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas passer à côté de 1,4 milliard de consommateurs. Hein. Il y a 640 millions, donc retenez la moitié de la population, de Internet users, de gens qui sont connectés. Chez eux, hein, pas dans un Internet café. Combien il y a de téléphones mobiles en Chine? 1,3 milliard, c'est les derniers chiffres que j'ai regardés. La Chine, c'est le premier pays, 18 millions de voitures, le premier marché au monde. Et le truc, moi, qui m'excite le plus, c'est pas tellement que ça soit le premier marché au monde, c'est quelle est la part de Chinois, donc sur le premier marché au monde, là où on vend le plus de voitures, quelle est la part de gens qui achètent leur première voiture, qui n'ont jamais eu de voiture avant? 50%, c'est 80%. Donc si quand vous allez en Chine, vous trouvez qu'ils conduisent pas bien, pensez à ça. C'est leur première voiture. C'est leur première voiture. Et c'est pas que des petites voitures. Hein. À votre avis, combien il y a de millionnaires en dollars de ce qu'on appelle disposable assets, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'en servir? Combien de millionnaires en dollars en Chine? Alors il y a plusieurs estimations. Ce qui compte, c'est les ordres de grandeur. Il y a à peu près, c'est facile à se souvenir, 1 million de millionnaires. Ce que je cherche à vous montrer, c'est tout à l'heure, ils sont beaucoup, et là, c'est que ça change vite. Dernière petite question technique sur ce sujet. Attention.
Quelle était la part de la Chine dans le PNB mondial en 1800? La part... Alors allez, on va faire un sondage là. Qui pense que c'était plus de 70%? Personne. Moins de 1%? Ah, pas mal. Moins de 10%? Plus de 50%? Alors la part de la Chine dans le PNB mondial en 1800, c'était 32%. Un tiers. Pour votre information, la Chine et l'Inde à l'époque faisaient plus de la moitié. On était tout petits, ils étaient très gros. Alors évidemment, après, ça a baissé. Ouais. Et puis ça remonte, déjà depuis un... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a baissé? Ah oui, alors la réponse statistiquement la plus exacte, c'est nous, il y a eu la révolution industrielle. Alors ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en général, nous, c'est ce qu'on répond. On a d'autres réponses, j'en ai entendu d'autres. Hein. C'est la révolution industrielle et de fait, elle est assez exacte. Mais ils ont d'autres réponses également. Par exemple, il y a eu la guerre de l'opium. Il y en a eu deux même, hein, guerre de l'opium. C'est-à-dire que les Anglais, je m'excuse pour les Anglais, je ne sais plus où ils sont, les plus grands trafics en drogue de l'histoire de l'humanité. Attendez, ils sont partis de Hong Kong hein, avec leur bateau et surtout leurs canons. Oui, parce que les Chinois, ils avaient inventé la poudre à canon, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec la poudre à canon? Des feux d'artifice. On est quand même plus intelligents qu'eux. Nous, on se massacre hein, avec. C'est plus sympa quand même. C'est plus amusant. Et ils ont forcé les Chinois à accepter l'opium, le commerce de l'opium. Les traités inégaux, unfair treaties, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là. C'est les traités où on les a obligés à accepter les concessions, à Shanghai et dans d'autres villes. C'est-à-dire que le peu d'argent qui était fait là-bas, on le piquait. Est-ce qu'il y en a qui sont allés à Pékin parmi vous en vacances ou est-ce qu'il y en a qui ont visité le Summer Palace, le palais d'été? Ça ressemble à ça pour les autres. C'est très joli, hein? Alors à l'entrée du palais d'été, il y a un grand panneau comme ça qui écrit, qui décrit. Alors, il y a deux phrases, je vais vous les mettre en gros. Il y a marqué quoi? Il y a marqué les troupes anglo-françaises, comme quoi on est potes quand même, hein, ont tout détruit en 1860 et avec d'autres potes, on a remis une couche un peu après. C'est-à-dire qu'on est venu et on a tout cassé. Ce que je cherche à vous montrer, c'est deux choses. D'abord, c'est que nous n'avons pas la même histoire. Ce qu'on appelle maintenant des narratifs ne sont pas les mêmes. Et la deuxième chose, parce que ça, c'est ce que les petits Chinois apprennent à l'école. Et vous, vous ne l'avez pas appris. La deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'il faut arrêter de parler de la Chine comme un pays émergent. À la limite, j'accepte un pays réémergent, si vous voulez. Mais certainement pas émergent. Alors, je voudrais vous proposer, de toute cette partie-là, si vous avez retenu, 1, qui sont beaucoup, et 2, que ça bouge vite, j'ai atteint mon objectif. Pensez à ça. Vos interlocuteurs vivent dans un monde qui n'existait pas quand ils étaient gamins ou ados. Moi, la première fois que je suis venu à Paris, je pense que c'était il y a 30 ans ou 40 ans, quand je reviens aujourd'hui, ça n'a pas tant changé que ça quand même, hein, je m'y retrouve. Si vous êtes allé à Pékin, et c'est le cas de certains d'entre vous, il y a 15 ans ou il y a 10 ans, et vous y retournez aujourd'hui, vous ne reconnaissez rien. Vos interlocuteurs vivent dans un monde qui n'existait pas quand ils étaient gamins. Je voudrais vous montrer maintenant une autre grille de lecture qui vont également nous permettre de comprendre certaines choses sur nos interlocuteurs chinois. C'est comment nous sommes influencés par l'écriture. Il y a deux manières d'écrire dans le monde. Il y a ce qu'on appelle les écritures analytiques, si vous voulez faire sérieux. On utilise un alphabet. Donc là, je vous ai mis l'alphabet latin, j'aurais pu en mettre un autre. Ici, on fait du sens avec des signes, les lettres qui n'en ont pas de sens. A, ça veut rien dire. B, ça veut rien dire. C, ça veut rien dire. Par contre, si je vous dis C-H-E-V-A-L, la plupart d'entre vous, vous commencez à imaginer une bête à quatre pattes qui court dans les prés. On fait du sens avec des choses qui n'en ont pas. Ça va donner une écriture, une manière de penser, et une écriture extrêmement conceptuelle, et extrêmement sensible à la logique également, aux règles. Si c'est masculin, tu fais ça. Si c'est féminin, tu fais ça. Si c'est singulier, etc., etc. D'ailleurs, si on veut convaincre un Français qu'il faut changer dans sa manière de faire, on va lui expliquer pourquoi c'est mieux de faire comme ça. C'est mieux de suivre cette logique. On va expliquer pourquoi c'est mieux de faire comme ça. La deuxième manière d'écrire, c'est ce qu'on appelle les écritures analogiques. Typiquement, c'est le chinois. Alors, c'est quoi la petite bête là? Faut pencher un peu la tête. Ouais, c'est le cheval. Je vous ai mis le cheval parce que l'idéogramme correspondant, c'est Ma, et Ma, c'est mon nom en chinois. Moi, je suis Monsieur Ma. Alors, vous pourriez me dire, oui, d'accord, Bruno, mais ça ressemble pas beaucoup à un cheval quand même à la fin, ton truc. Je vous l'accorde. Mais ça a ressemblé à un cheval. Alors que CHEVL, vous pouvez bien le tourner dans tous les sens, ça n'a jamais ressemblé à un cheval.
C'est purement conceptuel. Ici, on va faire du sens en dessinant et ou en racontant des histoires. On fait du sens en dessinant, donc je vous ai mis plusieurs exemples. Et alors, la ligne en haut, c'est ce qu'on appelle les écritures filaires, donc ça n'est plus utilisé depuis longtemps. En dessous, c'est ce qu'on appelle l'écriture traditionnelle. Et la dernière ligne du bas, c'est l'écriture simplifiée. Quand j'ai rien mis, c'est parce que c'est la même. Où utilise-t-on dans le monde l'écriture traditionnelle, celle du milieu? Partout dans le monde, sauf en Chine. Typiquement, ça veut dire à Taïwan, à Hong Kong, si vous allez au Chinatown à Singapour, ils vont utiliser l'écriture dite traditionnelle. En Chine, on utilise l'écriture simplifiée, la dernière ligne. Donc là, en faisant preuve un peu d'imagination, on arrive un peu à imaginer quand même la pluie, l'arbre avec les racines, les branches, etc. Ah tiens, regardez la sensibilité aux détails. Regardez cheval et oiseau. Que ça soit en traditionnel ou en simplifié. Ça se ressemble, hein? Le moindre petit détail change de sens. Vous vous souvenez de la sensibilité aux détails qu'on a vu tout à l'heure? Cheval en français, même si vous lui mettez 2 ailes, ça fera pas un oiseau. Vous y réfléchirez. On fait du sens en dessinant. On fait du sens également en racontant des histoires. On peut créer des idéogrammes à partir d'idéogrammes existants. Alors on va essayer de trouver ce que ça veut dire. Vous voyez, en dessous, à chaque fois, il y a l'idéogramme cœur. Et je vais vous raconter l'histoire, il faut que vous trouviez qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire un son qui vient du cœur? Battement, non, c'est trop technique. Des chansons, j'ai entendu. L'amour, c'est ce que je préfère, mais ça ne veut pas dire ça. Alors, en fait, c'est une pensée. Et là, on met le doigt sur quelque chose de très important. Quand nous, on pense avec notre tête, eux, ils pensent avec leur cœur. Et ça change tout. On va y revenir dans quelques minutes, ça change tout. Quand nous, on pense avec notre tête, eux, ils pensent avec leur cœur. Alors maintenant, c'est facile. Pour trouver les autres, vous remplacez le cœur par la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est dans le cœur, et on voudrait que ça vienne sur Terre. Ouais, je l'ai entendu, un souhait, une action, un idéal, un wish en anglais. C'est là, et on voudrait que ça vienne se réaliser. Allez, facile. C'était dans le cœur, et ça disparaît. Oubliez, vous voyez que c'est facile le chinois finalement à apprendre. Allez, je vous en montre des exemples, ne retenez pas ça, c'est pour se marrer. Quand on retrouve, vous voyez en haut le toit plus le cochon, attendez que ce soit en Ardèche ou au fin fond de la Chine, les principaux assets du paysan, c'était quoi? D'avoir un toit et un cochon. Après la guerre, bon, il y a des hommes qui ne sont pas d'accord, ça, mais vous retrouvez votre femme et un toit, c'est la paix. Hein? La femme et l'enfant, c'est le côté le bon, le bien, le champ de patates ou le champ de riz. Plus la force, pardon, plus la force, c'est le côté masculin. L'arbre et la main. Attends que je te donne un coup de bâton, tu vas voir. Hein, c'est le pouvoir, Et enfin, la bouche et le chien. Ça veut dire aboyer. Quand nous, on fait du sens de manière très conceptuelle en suivant un certain nombre de règles et de logiques, ils vont faire du sens en dessinant et ou en racontant des histoires. Et là, on peut trouver un outil super important. Quand on veut convaincre un Français, on va lui expliquer pourquoi c'est mieux de suivre cette règle. Quand on veut convaincre un Chinois qui fait du sens en dessinant et en racontant des histoires, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner et raconter des histoires. Eh bien, retenez ça, j'y reviendrai dans quelques instants pour vous le rappeler, mais quand vous voulez convaincre les Chinois, arrêtez de leur expliquer pourquoi, cherchez à leur montrer, faites des dessins, faites des schémas, et donnez-leur des exemples, racontez-leur des histoires. Deux manières d'écrire qui entraînent deux manières de voir le monde. Je voudrais faire un peu ce qui est impossible de faire, c'est résumer des cultures multimillénaires en quelques images. Nous, on a un Dieu, eux, ils n'en ont pas. Ça va entraîner, on a vu cette histoire de vacuité, mais pas uniquement que nous, parce que nous, on est chacun un enfant de Dieu, que ce qui est important pour nous, c'est l'individu. C'est surtout moi, mais c'est aussi n'importe quel individu, même un individu que je ne connais pas. Ce qui est important pour le Chinois, on l'a vu, c'est le groupe. On l'a vu également, quand nous, on pense avec notre tête, ils vont penser beaucoup plus avec leur cœur. Ça va entraîner pour nous une plus grande sensibilité à la loi et donc à la culpabilité. Hein, c'est bien, c'est mal. Voler, c'est toujours mal. Alors, si vous volez, vous pouvez faire un peu de oui, mais c'était pour nourrir mes enfants. Vous serez condamné quand même, à une peine symbolique peut-être, si vous arrivez à les convaincre. Mais vous serez condamné quand même, parce qu'il faut montrer que voler, c'est mal et c'est toujours mal. De l'autre côté, ce qui est important, on l'a vu, c'est la face. C'est ce qu'en pensent
Mon groupe, pas n'importe qui, hein, c'est mon groupe, les gens avec qui j'interagis. Et si mon groupe pense que c'est approprié, il n'y a pas de bien et de mal, mais que c'est approprié de voler, personne ne comprendrait que vous ne voliez pas. D'ailleurs, il y a 300 ans, en France, la loi, c'était qui? Le roi qui la tenait de Dieu, hein, ça vient d'en haut. La loi, elle vient d'en haut. Alors que Confucius, Lao Tse, attendez, ils ne sont pas montés sur une colline, ils ont eu des voix, on leur a donné une tablette, pas un iPad, hein, une tablette. Non, non, c'est des scribes. C'est quelqu'un qui ont marqué à leur époque, qui ont écrit ce que nous on appelle aujourd'hui les best practices. Donc la loi, elle vient d'en bas, elle vient de ce qu'on a constaté. Nous, quand quelqu'un était coupable il y a 300 ans, qu'est-ce qu'on lui faisait? Ah, on lui coupait la tête, il savait s'amuser à l'époque. Hein. En tout cas, on le prive de liberté, alors que de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils les excluent. Ils les excluent du groupe. On l'a vu, je le rappelle, quand nous, on est dans la dualité, eux, ils sont dans la non-dualité. Et ça m'amène à un autre aspect qu'on n'a pas encore vu, c'est notre rapport au temps. Nous avons un rapport au temps qui est linéaire. Il y a un début, selon vos croyances, le Big Bang, la Genèse. Il y a une fin, hein, l'Apocalypse, le paradis. Mais quand c'est fini, c'est fini. Alors vous pouvez croire à quelque chose après la vie, mais c'est plus la vie. Normalement, on ne revient pas. Hein. Enfin, il y en a un peut-être qui est revenu, mais nous, normalement, on ne revient pas. Quand c'est fini, c'est fini. Ce qui est important quand on a une vision linéaire, c'est de savoir où on va. Parce que si on ne sait pas où on va, on ne risque pas d'y arriver. Et ça va entraîner un des piliers de nos méthodes de management, des hommes ou des projets. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne risques pas d'y arriver. Donc, objectif, target, goals. Ils vont avoir une vision du monde plus cyclique, plus circulaire. Alors, ils peuvent avoir des buts aussi, hein, avoir un meilleur salaire, plus belle maison. Mais d'abord, la première chose qu'on va dire, c'est que si tu le rates au premier tour, tu l'auras peut-être au deuxième tour. Hein, c'est pas dramatique. Et surtout, ce qu'on va dire, c'est que si tu tournes bien, si tu suis bien les bons process, les bons rituels, t'inquiète pas, tôt ou tard, tu y arriveras. Et on va même aller un petit peu plus loin. Attention, accrochez-vous là aussi. On va dire, même si tu peux savoir où tu vas, mais même si tu n'as pas d'objectif, c'est pas grave. Fais ce qu'on te dit, suis les bons rituels, Confucius, et tôt ou tard, tu arriveras au meilleur des endroits pour toi. Deux visions du temps qui vont entraîner deux visions du monde radicalement différentes. Nous, il faut qu'on sache où on va, et à la limite, il y a un seul endroit où on peut aller, le but, c'est la vérité. Et il n'y en a qu'une. C'est pour ça qu'on a une version universaliste du monde. Alors que eux, ce qui compte, c'est la voie, que tu trouves ta voie. Tao, Dao, c'est la voie, hein, comme dans le taoïsme. Deux visions du monde, de vision du temps, de vision des croyances, qui entraînent deux manières de voir les choses. On ne voit pas les mêmes triangles, on ne va pas gérer notre vie de la même manière. Alors, je voudrais terminer par quelques conseils très pratiques. Il y en a déjà eu, hein, souvenez-vous, le talkie-walkie, le oui qui ne veut pas dire non, enfin qui ne veut pas dire oui, les faux noms, etc. J'aurais terminé par 4 règles d'or et puis peut-être une règle encore plus importante, je ne sais pas comment je l'appellerai après. Mais 4 règles d'or, c'est d'abord, soyez humble. Montrez votre force en ne la montrant pas. Si vous vous énervez, quand vous discutez avec vos interlocuteurs chinois, ils vont penser que vous n'êtes pas important. Exemple, hein, je sais bien que ça vous arrive jamais, mais ils vous posent une question et votre réponse c'est non. Non, 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 on ne peut pas faire comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils font eux? Ben, ils vous reposent la question, parce que vous passez votre temps à dire non. Et en plus, vous changez d'avis. Hein. Donc ils vous reposent la question, on redit non. Ils vous reposent la question, on redit non. Et il y a un moment, on s'énerve. Et on peut s'énerver par email, hein, je vous annonce. Hein. Alors, si on s'énerve, ça veut dire qu'on montre notre force. Si on montre notre force, ça veut dire qu'on est faible, donc on va céder. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il remet une couche. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre calmement. Sorry, sorry, not possible. Je lui réponds calmement. Et si c'est par email, copier-coller. Et j'insiste. Quand je dis copier-coller, c'est vraiment copier-coller. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas s'empêcher de... On se dit, il n'a pas compris. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui réexplique. D'une manière différente. Donc là, on recrée. Non, si vous voulez montrer que vous n'allez pas changer d'avis, que c'est important pour vous, qu'est-ce que vous faites? Comme dans le temps cyclique, vous refaites un tour. Vous répétez calmement, par email, copier-coller. Deuxième règle d'or, sachez écouter. Soyez attentifs aux détails. Vous vous souvenez des triangles? On est moins sensible qu'aux détails. Il va falloir apprendre à détecter les détails. Imaginons, vous avez vos interlocuteurs, ils sont là pendant une semaine en France, vous les baladez, vous allez bosser ensemble dans un hôtel, etc. Et puis, il y en a un jour, il change de comportement. Ou il y en a un qui vous écrit un mail tous les jours, il vous dit bonjour ou pas bonjour, enfin, je sais pas, il vous parle d'une certaine manière. Et un jour, il y a un petit détail qui change. Notez-le, ça.
Alors ne passez pas votre journée à chercher à comprendre pourquoi. C'est ça où on s'épuise, nous. Simplement notez-le. Alors en général, dans la vraie vie, c'est soit on parle à un collègue, soit on se parle tout seul. Hein. Oh bah tiens, ça c'est pas banal ce qui me fait aller aujourd'hui. Hein. Et ça suffit. Si c'est un détail significatif, ne vous inquiétez pas. Dans 10 minutes ou demain matin, il va y avoir un autre mail, un autre comportement. Et là, ça va faire comme un pulse. Alors que si vous avez laissé passer le premier détail, ben ça ne fera jamais le pulse. Donc j'insiste, c'est un peu passif. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la forêt, la nuit, on ne sait pas trop où on est, on va être sensible aux détails. Ben là, c'est un peu pareil. On fait attention à notre environnement. Sachez écouter, soyez attentifs aux détails. J'ai coutume de dire, avec vos interlocuteurs chinois, quand vous voyez qu'il y a un détail qui cloche, pour vous, ça doit être la cloche qui sonne. Ça doit déclencher une petite alarme. Troisième règle d'or, utilisez votre réseau. Ayez le réflexe de l'indirect. Quand quelque chose, vous ne comprenez pas avec votre interlocuteur, vous voulez vérifier quelque chose avec votre interlocuteur, vous avez un message pas facile à faire passer, faites-le passer par une tierce personne. Nous sommes dans une culture directe. Si j'ai un problème à... Comment vous appelez ? Cédric. Cédric, j'en ai pas, hein, mais si j'ai un problème avec Cédric, en France, ben, je vais le voir et on discute, quoi. C'est poli et efficace. Dans une culture indirecte, c'est super impoli et surtout inefficace. Dans une culture indirecte, je vais aller voir Philippe, faut m'aider là, parce que Cédric, il a rien compris. Ça serait poli et efficace. Attention, c'est un truc super facile à comprendre. C'est facile à comprendre. En direct, je vais voir Cédric. En indirect, je vais voir Philippe. Très facile à comprendre, très difficile à changer. Quand on est direct, de faire de l'indirect, ben, on a l'impression qu'on est faux cul. Hein. Non. En fait, pour un Chinois, on va être gentil. Ayez le réflexe de l'indirect. Quand ça ne marche pas en direct, essayez le chemin indirect. Demandez à un collègue français, chinois, de faire passer le message ou d'aller vérifier si ce que vous avez dit est bien passé. Dernière règle d'or, quatrième règle d'or, soyez pédagogue. Montrez qui vous êtes, montrez comment vous fonctionnez. Dites-leur, mes valeurs à moi, c'est ça. Pour moi, ça c'est important. On va prendre un exemple. Vous allez à Shanghai, participer à la mise en place du premier nouvel hôtel Campanile. Et là, il y a un de vos collègues chinois qui dit non, et vous voulez qu'il fasse comme ça. Et votre collègue chinois vous dit non, tu sais, nous en Chine, on fait comme ça. En général, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit ça, hein, c'est le premier reproche qui est fait par les Chinois, mais pas que par les Chinois aux Français. On est le professeur arrogant. On explique pourquoi nous, c'est mieux et eux, c'est moins bien. Alors vous verrez, la première phase est assez sympa, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il vous répond oui, alors ça c'est sympa. Hein. La deuxième phase, c'est quand vous vous rendez compte qu'il n'a rien compris et qu'il ne change pas, là c'est moins sympa. Quand vous faites le professeur arrogant, vous perdez votre temps. Au lieu de lui expliquer pourquoi, dites-lui simplement « Ah, I love comment vous faites, hein, les Chinois, j'adore. Mais moi, mon boulot, c'est de faire comme ça. Tu sais, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé ici. C'est pour te dire de faire comme ça. » Alors, vous pouvez mélanger avec le côté soyez humble. Vous pouvez dire « Ouais, bon, enfin, vous, les Chinois, vous êtes plus intelligents, donc vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, mon boulot, c'est de faire comme ça. C'est de te montrer de faire comme ça. » Et là, ils vont commencer à vous écouter. Soyez humble, montrez votre force en ne la montrant pas. Si vous vous énervez, on ne vous écoute plus. Sachez écouter, soyez attentifs aux détails. Un détail qui cloche, c'est la cloche qui sonne. Utilisez votre réseau. Quand ça ne marche pas en direct, utilisez l'indirect. Et enfin, soyez pédagogue, montrez qui vous êtes. Et là, je voudrais vous rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'écriture. Un Français, pour lui faire changer d'avis, on va lui expliquer pourquoi. Je vais vous donner un tout petit truc. Quand vous voulez parler à un Chinois, vous voulez le convaincre de quelque chose, que ce soit en français ou en anglais, à chaque fois que vous allez lui dire, vous allez utiliser le mot « pourquoi »,« why », taisez-vous. Et essayez de faire une phrase avec le mot « comment ». How. Le simple fait de vous obliger à ça, ça va vous faire parler un langage qui va mieux comprendre. De la même manière, à chaque fois que vous cherchez à expliquer, let me explain you, taisez-vous. À la place, cherchez à montrer ou raconter des histoires. Ne soyez pas le professeur arrogant qui passe son temps à expliquer pourquoi il a raison et pourquoi ils ont tort, pourquoi nous c'est mieux, pourquoi eux c'est moins bien. Soyez le bon camarade, le bon coach qui va toujours trouver un moyen de leur montrer comment nous on en fait, comment on a fait, comment ils peuvent faire, soit en leur montrant quand ça s'y prête, soit en leur donnant des exemples, en leur racontant des histoires. Je voudrais en rajouter un dernier outil, et c'est peut-être le plus important. C'est l'importance de la relation personnelle. Alors vous pourriez me dire, en France aussi, la relation personnelle est importante. On va travailler plus efficacement avec quelqu'un qu'on connaît, comparé à quelqu'un qu'on ne connaît pas. A fortiori, avec quelqu'un qu'on aime bien.
comparé avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que je voudrais vous montrer que ce n'est pas la même échelle. Nous, la première chose qu'on apprend quand on est petit, c'est « fais pas ci, fais pas ça, dis bonjour à la dame ». La première chose qu'on apprend, c'est la loi. Une des premières d'entre elles, c'est d'être propre. Hein. Tu fais pas pipi là, tu fais pipi là. On l'apprend très tôt, ça, hein, la loi. La deuxième chose qu'on apprend, c'est pourquoi. C'est la raison. Ne mets pas ta main sur le four parce que tu vas te brûler. On apprend, d'ailleurs, ceux qui ont des enfants qu'on a eu en bas âge, hein, c'est là je vais vous le rendre bien. Hein. Pourquoi. Et après, seulement après, arrive tout ce qui tourne autour de la relation. Je ne sais pas vous, mais moi, on ne m'a pas appris, ni mes parents, ni à l'école, comment trouver un partenaire, une partenaire, un mari, une femme, comment on s'occupe de ses parents, quand il y en a un qui vieillit, qui tombe malade, qui c'est qui s'en occupe? C'est moi qui suis l'aîné, ma sœur qui est plus jeune, et qui habite plus près, comment on fait? Tout ce qui tourne autour de la relation, ça arrive après. Eh bien ça va former ce qu'on appelle notre schéma mental. Si on est dans une situation de stress, d'urgence, en 1, on va appliquer la loi. Si vous êtes dans un bâtiment qui a le feu, on ne fait pas un beau brainstorming pour réfléchir au meilleur plan d'évacuation de l'immeuble. Hein. Non, non, on applique les règles et si on ne les connaît pas, on suit les instructions de ceux qui les connaissent. Tiens, un autre exemple, je suis sûr que ça ne vous arrive jamais, mais imaginez vous vous engueuliez à la maison, hein, vous êtes un peu stressé. On va dire des trucs du genre, mais t'as pas le droit de me dire un truc pareil, t'avais pas le droit de me faire un coup comme ça. Alors sauf si vous êtes tous les deux juristes, je vois pas où vous allez là comme ça, enfin bon. Ou alors si on est un peu moins énervé, on va dire des trucs du genre, non mais tu t'écoutes parler, ça n'a aucun sens, c'est pas logique. Hein, tu as tort, tu n'as pas raison. Et beaucoup plus rarement, surtout si on est un homme, tu sais ce que tu me dis, ça me fait beaucoup de peine. C'est beaucoup plus rare. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que les Chinois, c'est l'inverse. Eux aussi, ils apprennent des lois quand ils sont petits. Mais on l'a vu avec Confucius, c'est comment tu te comportes avec ton père, avec ta mère, comment tu te comportes à l'intérieur de ton groupe, à l'extérieur de ton groupe, avec ton maître à l'école. Tout tourne autour de la relation. Si vous voulez être efficace dans vos interactions avec vos collaborateurs, vos chefs, vos amis, vos collègues chinois, il va falloir que vous ayez un plan d'action relationnel, y compris à distance, si vous êtes à distance. Comment établir une relation? En disant un petit bonjour, ce que je vais appeler le small talk. Salut, ça va, les salam alek, quoi. Avant de parler de boulot, on va poser 2-3 questions. On va poser des questions. Parfois, quand eux nous posent des questions, je suis sûr que c'est arrivé à ceux d'entre vous qui sont déjà allés en Chine, des questions que nous, on va trouver très personnelles. Vous vous souvenez de l'histoire? T'es marié, t'as quel âge, etc. On dirait, non mais attends, on se connaît à peine. Et oui, c'est parce que la relation commence d'abord. On va faire un peu de small talk. On ne va pas hésiter à parler de choses personnelles, y compris à distance. Et puis, bien évidemment, la rôle, c'est quand on en a l'occasion, eh ben, c'est les occasions informelles. Hein. Même en France, vous voulez connaître un nouveau collègue un petit peu plus, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va l'emmener déjeuner. Et même si vous avez la chance d'aller en Chine, après le dîner, qu'est-ce qu'on peut faire pour se connaître encore un petit peu mieux? On va aller au karaoké. Voilà, je vous en ai mis un pour vous entraîner. Alors vous allez voir, il y a la version chinoise, il y a la version phonétique. Bon, je vous la laisserai comme ça ce soir, vous pourrez vous entraîner. Voilà, avant de conclure, je voudrais vous rappeler ce qui est pour moi le plus important, c'est les règles d'or. Soyez humble, on montre sa force en ne la montrant pas. Sachez écouter, soyez attentifs aux détails. Quand ça ne marche pas en direct, on appelle un ami. On fait un break, on s'arrête, ça ne sert à rien de continuer à discuter. On fait une pause dans la réunion et comme à la télé, on appelle un ami. On va voir quelqu'un. On est pédagogue, on n'est pas le professeur arrogant, on ne passe pas son temps à expliquer pourquoi, on montre comment on est, comment nous on nous a appris à faire, en montrant quand ça s'y prête, en faisant des dessins, en utilisant le plus possible de visuels et ou en racontant des histoires. On pense que la priorité, c'est d'établir un minimum, j'ai pas dit un maximum, mais un minimum de relations, y compris à distance. Voilà, avant de vous remercier, et pour que ça ne soit pas la fin, ça soit le début de notre propre relation, j'ai créé une page web rien que pour vous. Vous pourrez retrouver la vidéo qu'on est en train de faire de ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez le revoir, ça me donne l'illusion que vous avez envie de me revoir. Et puis, je mettrai des bonus, vous pourrez télécharger mon livre Chaos mode d'emploi qui montre pourquoi et comment on vit dans un monde chaotique, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, je vous ai mis des bonus. Merci beaucoup, merci à tous.
Bruno, je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui vous attendent, si vous avez encore l'énergie d'y répondre. On va essayer. Si on vient de les afficher. On va les faire apparaître, il y a une trentaine de questions déjà qui sont arrivées. Le site web, hein, c'est Bruno Marion comme mon nom, ou pire, vous tapez /fr pour la version française et Louvre-Hôtel. Normalement, vous devriez vous en souvenir. Alors, Bruno, est-ce que les Chinois peuvent avoir des a priori négatifs dès la première rencontre? je crois pas, ça correspond pas à mon expérience. Les a priori qu'ils ont en général, il y a deux catégories de Chinois, quoi. Il y a ceux qui sont déjà venus en France et il y a ceux qui sont jamais venus. La plupart ne sont jamais venus et donc ils ont une vision assez romantique de la France. Alors attention, romantique, je sais pas ce que ça veut dire pour eux, mais en tout cas, c'est les châteaux, les parfums, le luxe. Donc en général, quand ils arrivent, ils sont assez déçus, voilà, parce que c'est pas exactement ce à quoi ils s'attendaient. Donc voilà, c'est un a priori, mais il n'y a pas de jugement. D'une manière générale, je dirais que les Chinois, en tout cas ceux que je connais, ne jugent pas autant que nous. Nous, on a le bien et le mal, donc on passe notre temps à juger. Eux, ils jugent pas. Bon, à la limite, ils vont pas nous trouver mal, par exemple, ils vont nous trouver rigolo, bizarre, étonnant, mais il n'y a pas de jugement. Voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs fatales à ne pas commettre quand on a deux visions du monde aussi différentes? Moi, c'est dans l'interculturel, il y a souvent ce qu'on appelle les 12, hein, les choses à faire, et puis il y a les don'ts, les choses à ne pas faire. Moi, je pense que les don'ts, et c'est ça votre question, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Il y en a un dont j'ai déjà parlé, c'est ne vous énervez pas. Vous perdez toute crédibilité, vous perdez votre temps. C'est celui qui est caché derrière ma première règle d'or, soyez humble, ne vous énervez pas. Le deuxième don't qui me vient à l'esprit, et avec ces deux-là, à mon avis, ça suffit, c'est la face. Ne faites pas perdre la face. Dit autrement, ne critiquez pas quelqu'un en public. Vous pouvez le faire en tête-à-tête si vous le connaissez très bien. Et si vous ne le connaissez pas très bien, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous lui faire passer un message un peu négatif? Voilà, bravo. Vous voyez, c'est simple. On appelle un ami. Voilà, les deux gros don'ts qui me viennent à l'esprit, c'est ne vous énervez pas, ne critiquez jamais en public. Pour info, si vous envoyez un mail avec en copie tout Xinjiang Group et Louvre-Hôtel, c'est comme critique en public. Hein. On est d'accord? Alors, quelles sont les règles de... Si on me bouge le truc pendant que je lis, quelles sont les règles de communication hiérarchique à respecter? Est-ce qu'il y a des pratiques managériales qui existent en Chine et qu'on ne connaît pas en France et inversement et qui pourraient les choquer? Alors le point qui me vient à l'esprit, peut-être le plus important, c'est dans l'interculturel, on parle de distance hiérarchique. Il y a des cultures à très forte distance hiérarchique, des cultures à faible distance hiérarchique. Par exemple en Europe, les pays nordiques sont à faible distance hiérarchique. On se tutoie, on fait le barbecue le week-end avec son chef. Les cultures à forte distance hiérarchique, on se vouvoie plus facilement. La France, à votre avis? C'est moyen. Alors ça dépend des boîtes, ça dépend des époques, etc. La Chine, très forte distance hiérarchique, hein, ça vient de Confucius. Donc par exemple, une conséquence, c'est qu'on ne dit pas non à son chef. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc typiquement, si vous rencontrez Chairman Liu et qu'il vous pose une question et que vous ne voulez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, qu'est-ce que vous répondez? Oui. I'll do my best. Hein, et lui, comme il est chinois, il a parfaitement compris que vous aviez non. Vous aviez dit non. Alors notez bien que s'il n'est pas d'accord, il va revenir, hein, comme un Français le ferait. Ça, le fond ne va pas changer. Mais en tout cas, si vous ne voulez pas le choquer en lui disant non, vous lui répondez I'll try my best, I'm not sure, it will be very difficult. Bon là, il a compris, c'est qu'il n'y a aucun espoir. Hein. Ça marche? Alors, quand on travaille sur un projet, vous avez expliqué qu'il y a deux visions du temps très différentes. Est-ce qu'il faut leur donner un planning de travail, se concentrer sur les détails, des étapes? Oui, alors la première chose importante, c'est le danger des stéréotypes. Hein. Je vous ai dit, les Chinois sont plutôt moins conceptuels que nous. Alors notez bien que s'il y en a 25% de conceptuels, ça en fait à peu près 300 millions.
Un peu plus maintenant, vous ferez les comptes. 20%, ça ferait 300 millions. Donc, il ne serait pas étonnant que vous en rencontriez quelques-uns. Ah oui, mais il faut penser à ça. Hein. L'effet nombre. Donc déjà, lorsque vous travaillez avec un groupe, essayez d'identifier ceux qui ont une vision un petit peu plus linéaire du temps, ceux qui sont un petit peu plus conceptuels. Comme ça, vous pourrez vous appuyer sur eux. Donc, première chose, identifiez ceux avec qui on dirait en français, ouais, ça passe bien avec lui, on se comprend, c'est plus facile, on est sur la même longueur d'onde. Après, d'une manière générale, oui, je pense qu'il est plus important, quand on travaille sur un projet, de séquencer. On va beaucoup plus séquencer, beaucoup plus aller dans le détail. Et je vais vous donner, si vous devez retenir qu'un élément de ma réponse, c'est que par exemple, nous, on a un esprit de synthèse, donc on est capable d'envoyer un mail, je sais pas, pour ma prochaine visite, à Shanghai. Puis on fait les bullet points. Hein. Est-ce que tu me confirmes la réservation de l'hôtel? Est-ce qu'on a une meeting room pour lundi matin? Est-ce que je viens tout seul de l'hôtel ou t'envoies quelqu'un me chercher? Le truc là. Vous aurez de la chance si vous avez une réponse au premier truc, au dernier ou à un qui paraissait à peu près facile. Et oui, parce que quand on a une vision circulaire, bon, on en a fait un, c'est bon, hein, on est tranquille. Donc là, typiquement, ce que je vais dire, c'est un sujet, un mail. 2 sujets, 2 mails, 10 sujets, 10 mails. Hein. C'est-à-dire là, on va séparer le truc. Notez bien que ça ne prend pas plus de temps, hein, parce qu'on écrit le truc, ma prochaine visite, my next visit to Shanghai, / airport pickup, / meeting room. Et donc le suivi est très facile. C'est bon, il m'a répondu, delete, il m'a répondu, delete, il m'a pas répondu, hop, je lui renvoie l'email. On en est où? Voilà, donc le point important, c'est identifier les plus conceptuels. Et puis surtout, séquencer, typiquement, n'envoyez pas de email avec 10 points, envoyez 10 mails avec un point. Est-ce que les codes dont vous nous parlez s'appliquent à l'ensemble de l'Asie ou uniquement à la Chine? Alors, la seule chose qui s'applique à toute l'Asie, c'est mes 4 règles d'or. Les 4 règles d'or sont valables pour l'ensemble de l'Asie. L'importance de la relation, également, maintenant, elle va se traduire de manière différente. Avec des Chinois, on va boire des coups, on va aller au karaoké. En Inde, on ne va pas boire, par exemple. Au Japon, on va encore plus boire. En Corée, peut-être encore plus. Enfin, autant que les Japonais, en tout cas. Voilà, donc la manière dont ça va se faire va se traduire différemment. Et puis la sensibilité aux détails ne sera pas la même. Par exemple, si nous, vous vous souvenez, nous on est 10 à 15% à avoir le deuxième là dans Paris, enfin le deuxième 2 dans Paris au mois de 2 mai. Les Chinois, c'est 90%, les Coréens, Japonais, plus de 90% également, les Indiens, les Malais, les Indonésiens, ça va plus être 50% à peu près. Donc il y a des différences, il y a des grosses différences. Est-ce que les Chinois croient à la vie après la mort? Alors là, c'est difficile pour moi de répondre parce que ça va dépendre des Chinois, mais dans la pratique, oui, et puis pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des sujets tabous? Parce qu'il y a des choses qu'il faut éviter afin de ne pas commettre d'impair. Écoutez, est-ce que vous avez besoin de passer 1 heure avec moi pour savoir que c'est pas une merveilleuse idée de parler du Tibet, du Dalai Lama, de Taïwan? Vous n'avez pas besoin de moi quoi, pour savoir ça. Après le reste, si vous posez des questions qu'ils n'ont pas envie de répondre, écoutez, ils souriront et puis répondront autre chose. Donc voilà. Et d'ailleurs, si ils vous posent une question que vous n'avez pas envie de répondre, faites pareil, vous souriez et vous répondez autre chose. Et ils auront compris que ça vous gêne, vous n'avez pas envie d'en répondre. Donc de vrais sujets tabous, honnêtement, je vois pas bien. Comment est-ce qu'on voit qu'un Chinois n'a pas compris ou n'est pas intéressé par ce qu'on lui raconte? Alors, j'ai pas envie de vous répondre à cette question parce que vous pouvez y répondre. Si c'est important que vous sachiez s'il a compris ou pas, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai mieux, j'ai entendu. Appelez un ami. Appelez un ami. Et alors l'avantage, c'est qu'en plus de ça, quand on est... Accrochez-vous là. Quand on est indirect, on peut être très... direct, Philippe, là. Faut que tu ailles voir Cédric et tu lui dis, c'est super important pour moi que je sache. Ou si je suis en colère, attends, mais moi j'en peux plus. Alors lui, j'ai vu Bruno, je sais pas ce qui se passe, mais. Ah oui, peut-être lui dire, profite-en, tiens, attends, dis-lui à Bruno, moi j'en peux plus, je peux pas le faire, ça. Mon chef, il m'a dit de pas le faire. Vous comprenez, en indirect, on peut être très direct. Donc plutôt que, bien sûr, vous pouvez faire reformuler, etc. Mais la killer app, comme ils appellent les gens sur Internet, c'est d'aller demander à un ami. Allez demander à un ami, utilisez l'indirect. Est-ce que les Chinois sont attachés à leur travail? Est-ce qu'il y a beaucoup de temps? Ça, c'est un concept. Je ne peux pas vous répondre. Les Chinois, attachés à un travail, vous faites comment? Vous êtes attaché à votre travail? On vous met une corde, une laisse? Je ne sais pas. Mais vous voyez, quand on pose cette question, nous, ça nous parle. Personne n'a trouvé que la question, est-ce qu'ils sont attachés à un travail, était une question débile. Ça vous parle, ça. Mais pourtant, pour un Chinois, ça ne veut rien dire. C'est un concept. Un Chinois, il va être attaché à quoi? Au groupe.
au groupe. Et un groupe... De la famille. Alors la famille est quelque chose de très important, mais je voudrais revenir sur le côté du groupe. Un groupe, pour toutes les cultures où le groupe est très important, typiquement les Chinois, un groupe, comment vous le définiriez? Pour eux, un groupe, ça va être quoi? Une somme de relations, 1 plus 2 plus 3. Oui, il en faut plusieurs. Non, non, soyez pas trop conceptuels, super pratique. Un groupe, c'est quoi? Oui, il faut qu'il y ait plusieurs personnes, je vous accorde. Et en plus, des amis, je l'ai entendu. C'est des gens qui font des choses ensemble. Alors, ils font des choses ensemble. Peut-être qu'ils travaillent au sens, ils sont vraiment juste à côté l'un de l'autre. Ils ont des réunions toutes les semaines ou tous les jours. Ils font du karaoké ensemble une fois par semaine. Ils vont au bowling, ils vont faire du shopping. Ça fait un groupe. Et alors, ça m'amène à un autre truc très important. Donc, vous vous souvenez, il y a individus, hein, les petits poussins là. Nous, on est individus et eux, ils sont plus groupes. Dans une culture individu, attention, là, il y a un paradoxe. Plus on est individu, plus n'importe quel individu est important. C'est un enfant de Dieu. Si on voit quelqu'un blessé mourir dans la rue, bon, à Paris, on s'en fout, mais ailleurs. Ailleurs, normalement, on est censé s'en occuper. Il y a même un délit de non-assistance à personne en danger. Alors, paradoxalement, dans les cultures groupes, si tu ne fais pas partie de mon groupe, tu n'existes pas. Je ne te vois pas. Ne soyez pas étonnés. Typiquement, ça c'est un truc qui énerve les Français. Quand ils arrivent à Shanghai, on ne vous laisse pas sortir de l'ascenseur, on ne vous tient pas à la porte. Et donc, nous, on traduit ça par... On dirait presque que c'est des comportements individualistes. Non, non, pas du tout. Ils ne vous voient pas. Alors, pour remettre un peu même une petite couche là, je vous ai dit, le oui ne veut rien dire. Hein, vous, ce que vous voulez, c'est un commitment. Qu'est-ce que vous pensez du commitment avec des gens qui ne font pas partie de votre groupe? Ben, ça n'existe pas. Pourquoi j'ai insisté, c'était mon dernier point, sur l'importance d'avoir une relation? Parce que si vous avez un minimum de relations, un minimum, pas un maximum, vous appartiendrez au groupe, et là, vous avez espoir qu'ils respectent leur commitment. Donc, si je résume, si vous voulez qu'ils respectent leurs engagements, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut faire partie du groupe. Pour faire partie du groupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut boire des coups. Ou à distance, ou à distance, échanger des petites infos, etc. Pas pour l'amitié franco-chinoise, pour atteindre vos objectifs et les leurs. Alors, une question que quelqu'un a dû poser pour me faire plaisir. Quelle est la place de la femme dans l'entreprise en Chine? Alors, Mao a dit, il a dit en chinois, mais il a dit quelque chose comme les hommes et les femmes portent chacun la moitié du ciel. Mon expérience, c'est qu'à industrie équivalente, vous trouverez plus de femmes à des postes de responsabilité en Chine qu'en France. Voilà. Les statistiques qui existent ne sont pas toujours faciles à lire, mais moi, ça fait 25 ans que je vais en Chine, et pour moi, il n'y a pas photo. Je ne dis pas qu'il y a moitié-moitié dans les postes de direction ou au gouvernement homme-femme, ça n'est pas le cas. Mais il y en a plutôt plus à industrie équivalente en Chine qu'en France. Dit autrement, il n'y a aucune difficulté, si vous êtes femme, à travailler avec les Chinois. Il n'y a aucune difficulté. Faut-il que le chef d'orchestre, dont vous parliez tout à l'heure, soit chinois? Non, et je dirais même plutôt l'inverse. Parce que ça va être très difficile, attention au stéréotype, mais ça va être très difficile à un Chinois d'interrompre un Français. Alors qu'un Français, pour interrompre un Français, on sait faire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et on sait le faire de manière plus souple. Attends 2 secondes. Attends, il veut parler. Alors que le Chinois, il va rien dire, et à la limite, il va exploser, ou plus probablement se taire. Donc il n'y a pas... Le chef d'orchestre, c'est pas forcément le chef, c'est pas... Non mais il y a des gens, ils sont assez bons à ça, quoi. Attends 2 secondes, on va laisser... si c'est à distance, hein. Attends, Mr. Chen, qui s'appelle probablement Victor ou Suzanne. Hein. Victor, qu'est-ce que... On t'écoute. Attends, 2 secondes, ne dis rien. Oui. Oui, donc moi je trouve que c'est plus facile, sur mon expérience, ça soit du côté français. Alors il y a une dernière question. Quelle place occupe l'irrationnel, la superstition dans les négociations chinoises? Alors, quelle place? D'abord, ça dépend des gens. Tout à l'heure, j'ai parlé du feng shui très vite parce que je sais que c'est à la mode. Alors, je sais que statistiquement, il y en a bien 20% d'entre vous qui connaissent. Le feng shui, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent? Moi, j'ai pas entendu. Mais alors, si vous deviez retenir ce qui est important dans le feng shui, on l'a vu tout à l'heure, tout est cyclique, tout est circulaire. Ce que dit le feng shui, ce que nous on appellerait de la superstition, c'est que de la même manière que vous influencez votre environnement, de toute évidence, vous influencez votre environnement chez vous.
C'est vous qui avez décidé de mettre le canapé là, de mettre tel tableau, votre bureau, même dans la limite de ce qui est autorisé, vous poussez un peu le truc comme ci, vous mettez votre PC plutôt là. De la même manière que nous influençons notre environnement, comme tout est cyclique, notre environnement nous influence. Et donc en changeant notre environnement, on peut changer notre vie. Donc ça va être très important, par exemple, chez vous, pour les architectes, la construction des hôtels, qui est un bon feng shui, un très bon feng shui. Alors une dernière question vraiment très simple, Bruno. Quel est le rêve chinois? Écoutez, c'est très difficile comme question, parce que c'est quoi votre rêve à vous? Je suis convaincu que si on fait un petit sondage, j'ose espérer qu'on aura tous des rêves différents. Statistiquement, du point de vue commercial et marketing, c'est d'avoir une voiture, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la planète. Voilà, donc je sais pas, j'espère que, comme c'est la dernière question, je peux terminer sur une boutade, j'espère que leur rêve, bientôt, ça va être de rester dans un campanile ou un golden tulip. Merci.